Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Nous nous retrouvons avec un grand plaisir pour notre point info du jour. Je vous propose de commencer. Biden a prononcé son premier grand discours devant la session conjointe du Congrès, marquant ses 100 premiers jours de fonction. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques mises à jour. À New York, le gouverneur Andrew Cuomo est de nouveau sous le feu des projecteurs pour ses scandales de maisons de retraite. De nouvelles interviews et de nouveaux documents consultés par le New York Times semblent révéler l'ampleur de la dissimulation. Le journal a découvert que les principaux assistants de Cuomo ont empêché les hauts responsables de la santé et le commissaire du département de la santé de l'État Howard Zucker de publier les chiffres sur le virus. Ce processus a duré plus de 5 mois. Le New York Times a découvert que les éléments d'information clés n'ont jamais été communiqués au public. Un haut collaborateur de Cuomo a effectué un audit des chiffres, mais les résultats n'ont pas été publiés avant des mois. Le département de la santé a rédigé 2 lettres pour les législateurs de l'État, mais elles n'ont pas été envoyées. Cuomo a fait l'objet d'un examen minutieux pour la façon dont il a géré la pandémie. Des rapports indiquent que son bureau a sous-compté ou couvert le nombre de décès dans les maisons de retraite l'année dernière. La ville de New York a été durement touchée par la pandémie. Cuomo a exigé que les maisons de retraite de son État accueillent les résidents infectés par le virus. Les critiques disent que cela a causé de nombreux décès supplémentaires. Le FBI a également ouvert une enquête à son sujet. Si M. Cuomo est revenu sur sa décision environ 2 mois plus tard, il n'a pas modifié la façon dont les décès dus au virus dans les maisons de retraite et les soins infirmiers étaient comptabilisés, affirmant que les personnes décédées dans un établissement de soins infirmiers ou un hôpital pouvaient entraîner un double comptage. Cette enquête menée par le procureur général du New York, Letitia James, a révélé que l'État pourrait avoir sous-déclaré jusqu'à 50% des décès. Le New York Times a découvert que les assistants de Cuomo le savaient dès le printemps dernier. Les chiffres les plus récents montrent que plus de 15 500 résidents de maisons de retraite de New York atteints de virus sont morts. Le New York Times a découvert qu'en dehors du rapport rendu public, il en existait un autre plus nuancé qui n'a jamais vu le jour. Ce rapport indiquait que les décès en maison de retraite représentaient 35% des pertes totales de l'État dues au virus. La version rendue publique établit ce chiffre à 21%. Maintenant, l'enquête porte également sur le livre de Cuomo. Au même moment où le scandale des maisons de retraite se déroulait, Cuomo travaillait sur son livre. Le procureur général de l'État, Letitia James, cherche maintenant à savoir si Cuomo a abusé des ressources de l'État pour écrire son livre dont la valeur est estimée à 4 millions de dollars. Et Cuomo continue à nier tout acte répréhensible malgré les appels des démocrates et des républicains pour qu'il démissionne. Cuomo n'est pas le seul gouverneur démocrate impliqué dans des scandales de maisons de retraite. 4 autres États font également l'objet d'un examen minutieux, le Michigan, la Pennsylvanie, le New Jersey et la Californie. Les critiques disent que ces États ont utilisé des approches similaires à celles du gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Passons à présent à l'état du soleil. Le décret du gouverneur Ron DeSantis interdisant les passeports vaccinaux se rapproche de la loi. La Chambre de Floride a approuvé mercredi un projet de loi soutenant l'interdiction. Les législateurs ont voté par 76 voix contre 40 pour approuver l'interdiction des passeports vaccinaux. Elle fait partie d'un projet de loi d'urgence plus large appelé SB 2006 qui comprend les dispositions relatives à l'autorisation de financement d'urgence et à la limitation des ordonnances d'urgence locale. Elle vise également à minimiser les effets négatifs d'une urgence prolongée, tels que ceux associés à la fermeture des écoles et des entreprises. Pour autant, tout le monde n'est pas pour. Le représentant démocrate Omari Hardy s'y est opposé, déclarant au News Service de Floride « Si vous tenez à ce que la Floride reste ouverte et à ce que nous ne perdions pas d'emplois à cause de la pandémie, pourquoi empêcheriez-vous des gens d'adopter des politiques qui donnent à leurs clients l'assurance, la confiance qu'ils peuvent entrer dans un commerce et qu'ils seront en sécurité ?» Fin de citation. Les passeports vaccinaux ont été critiqués par les groupes de défense des libertés civiles qui affirment qu'ils violeraient potentiellement les droits à la vie privée des Américains tout en refusant des services essentiels aux personnes non vaccinées. La Maison-Blanche a déclaré que l'administration Biden était opposée à l'instauration d'un passeport vaccinal fédéral, mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a indiqué que l'administration travaillait sur des directives destinées aux entreprises privées concernant l'utilisation de tels systèmes. Et en parlant de la Floride, le gouverneur Ron DeSantis
pourrait être le colistaire de Trump à l'avenir. L'ancien président Trump a déclaré à Fox Business jeudi « J'ai soutenu Ron et après l'avoir soutenu, il a décollé comme une fusée », ajoutant « Il a fait un excellent travail en tant que gouverneur. Il est certain que Ron serait considéré. C'est un type formidable. » Fin de citation. De nombreux républicains ont couvert DeSantis d'éloges après avoir levé toutes les restrictions liées au virus dans son État en septembre, faisant de la Floride l'un des États les plus ouverts et les plus libres. Et nous passons maintenant au premier grand discours de M. Biden devant les sessions conjointes du Congrès. Biden s'est efforcé de dépeindre l'avenir de l'Amérique comme plein d'espoir en déclarant que l'Amérique se relève à nouveau. Il a également abordé certains grands sujets depuis son entrée en fonction en disant, je cite, « La pire pandémie depuis un siècle, la pire crise économique depuis la Grande Dépression, la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de sécession. » Certains ont contesté la description faite par M. Biden de l'attaque du 6 janvier. Biden a également vanté ses efforts en matière de vaccination et de son plan d'aide. Il a déclaré que son administration avait mis en place des sites de vaccination dans plus de 400 000 pharmacies du pays. Et la semaine dernière, l'administration a dépassé l'objectif de Biden d'administrer 200 millions de vaccins. Il a célébré l'adoption de son plan d'aide à la lutte contre les pandémies de 1 900 milliards de dollars et a fait l'éloge de son plan d'infrastructure de plusieurs milliers de milliards de dollars. Il a également appelé les législateurs à soutenir ses propositions radicales en matière d'infrastructure, de réforme électorale, de réforme de la police et de contrôle des armes à feu. Biden a signalé qu'il pourrait étendre l'Obamacare. Il prévoit d'augmenter l'impôt sur les sociétés pour financer ses propositions radicales. Quelques minutes après le discours de Biden au Congrès, le sénateur Tim Scott il a critiqué Biden, l'accusant de diviser le pays malgré ses promesses de l'unir. Scott a déclaré, je cite, « Notre président semble être un homme bon, son discours est plein de bonnes paroles, ajoutant « Mais notre nation a besoin de plus que de platitudes vides. » Il a poursuivi en notant que jusqu'à présent les politiques de Biden sont citées nous éloignant de plus en plus les uns des autres. Scott a ensuite pointé du doigt l'administration Trump en disant que pendant cette période, le Congrès s'est réuni pour 5 projets de loi bipartites d'aide au virus. Mais depuis que Biden est au pouvoir, les démocrates font cavalier seul. Il a déclaré, je cite, « Ils ont dépensé près de 2000 milliards de dollars pour un projet de loi partisan dont la Maison-Blanche s'est vantée d'être le projet de loi le plus libéral de l'histoire américaine. » Il a ajouté, seulement 1% a été consacré aux vaccinations, aucune exigence pour réouvrir les écoles correctement. Le Covid a réuni le Congrès à 5 reprises. Cette administration nous a poussés à nous séparer. Il s'est également attaqué au nouveau plan de Biden pour les familles américaines en déclarant qu'il comprenait les plus grandes hausses d'impôts tueuses depuis une génération. M. Scott a qualifié le plan de liste de souhaits libéral, un grand gaspillage gouvernemental. En tant que premier politicien noir du Sud à siéger au Sénat, Scott n'est pas non plus d'accord avec la description faite par Biden de l'Amérique comme étant systématiquement raciste. Il a déclaré « L'Amérique n'est pas un pays raciste. Il est arriéré de combattre la discrimination avec différents types de discrimination et c'est une erreur d'essayer d'utiliser notre passé douloureux pour fermer malhonnêtement les débats dans le présent. » Scott a souligné que les démocrates ont utilisé l'obstruction pour tuer son projet de réforme de la police lors de la dernière session, même après qu'il ait offert des possibilités d'amendement. Il a déclaré, je cite, « Mes amis d'en face semblent vouloir plus le problème qu'ils ne veulent la solution, mais je continue à travailler. » Le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que Scott avait frappé un grand coup avec sa citation. « Notre meilleur avenir ne viendra pas des rêves de Washington ou des projets socialistes, il viendra de vous, le peuple américain. » Fin de citation. Et le sénateur démocrate Joe Manchin s'exprime également. Il est considéré comme un vote clé dans le Sénat, divisé en 2 parties égales. Manchin s'oppose au prix et à la façon de le payer par des augmentations d'impôts. Il a dit aux journalistes peu après le discours de Biden, « C'est beaucoup d'argent, ajoutant « Cela vous met très mal à l'aise. » Fin de citation. Le plan de Biden prévoit d'augmenter les impôts sur les sociétés de 21 à 28%. M. Manchin a déjà fait savoir qu'il n'était pas favorable à cette mesure, ce qui signifie que M. Biden devra peut-être modifier son plan pour obtenir le soutien nécessaire de M. Manchin ou des républicains. Il a mis en garde contre l'ampleur de la facture en déclarant dimanche
Je cite, « Nous avons une dette de 28,2 billions de dollars. Il faut donc être très prudent. Il y a un équilibre à trouver ici. » Fin de citation. Machine dit qu'il préfère un projet de loi sur l'infrastructure plus petit et plus ciblé. Il a également contesté ce qui constitue l'infrastructure. Il a déjà déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, « Ce que nous pensons être le plus nécessaire à l'heure actuelle, ce qui peut être fait de manière bipartisane, c'est l'infrastructure conventionnelle. Qu'il s'agisse de l'eau, des égouts, des routes, des ponts et de l'Internet. Des choses dont nous savons qu'elles doivent être réparées. » Fin de citation. Et le sénateur républicain Mitt Romney, républicain de l'Utah, quant à lui, pense que les propositions de Biden coûtent trop cher. Il a déclaré après le discours de Biden, je cite, « Dans ses 100 premiers jours, il a demandé 100 000 milliards de dollars de dépenses. » Mais Mitt Romney n'a pas expliqué comment il est arrivé à ce chiffre de 100 000 milliards de dollars. Il a poursuivi en disant « Pour mettre cela en contexte, le budget fédéral total que nous votons chaque année est de 1,4 ou 1,5 trillion de dollars. » De nombreux démocrates veulent utiliser le processus de réconciliation budgétaire pour le plan d'infrastructure de M. Biden. Cela leur permet de continuer l'obstruction parlementaire et de faire passer le projet de loi par un vote conforme à la ligne du parti. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.